L'objectif politique, qui consiste donc à refaire l'histoire, nous permet, quant à nous, de nous inciter à voir quelle est la véritable histoire de la construction européenne. Je ne remonterai pas, pour ne pas alourdir la conférence, au projet de Dante ou au projet de l'abbé Dubois, des projets qui remontent au Moyen-Âge. Je le ferai peut-être dans une version à rallonger de cette conférence, mais il paraît-il que mes conférences sont déjà beaucoup trop longues. Il ne faut pas non plus exagérer. Je vais parler de la naissance de l'idée des États-Unis d'Europe. Dans un débat l'autre jour, quelqu'un me disait « Mais vous avez un programme qui s'inspire du programme du Conseil national de la résistance de 1944, vous parlez comme vous êtes ringard ». Je dis « Oui, c'est vrai, c'est ringard. Nous, notre programme, on s'inspire d'un programme de 44 ». Je lui ai dit « Mais vous inspirez d'un programme de 49 ». Comment ça? J'ai dit « Oui, de 1849 hein. ». C'est le discours de Victor Hugo sur les États-Unis d'Europe de 1849. Alors c'est un exemple de relecture de l'histoire qui mérite d'être approfondi. Parce qu'au moment, notamment dans la perspective de la Constitution européenne, on a vu, on le fait un peu moins d'ailleurs en ce moment, tous nos ténors politiques agiter le fantôme de Victor Hugo qui en impose dans les chaumières, parce que Victor Hugo est quand même considéré comme un grand écrivain, un grand écrivain, un grand penseur. Puis le Victor Hugo de la fin de la vie n'est pas celui du début de sa vie, du milieu de sa vie. Bon. En attendant, on a eu en 2002 une année qui s'est appelée l'année Victor Hugo, et qui s'est tenue dans un lycée, donc tout au long de l'année, on a fait des commémorations pour Victor Hugo. Et on a ici un certain nombre de citations, celle-là de Jack Lang, ministre de l'Éducation nationale à l'époque, on a tendance à l'oublier, ça n'était jamais qu'à 12 ans, et qui donne le coup d'envoi des festivités de l'année Victor Hugo dans un lycée parisien, c'est une dépêche AFP du 7 janvier. Monsieur Lang dit « Les textes de Victor Hugo sont d'une actualité brûlante, qu'il parle du droit des enfants et de leur droit à l'instruction, du droit des femmes et de la nécessité de faire l'Europe. » On a Lionel Jospin qui le dit le 18 février 2002 dans Ouest France, il est Premier ministre à l'époque. Victor Hugo a développé une vision prophétique des États-Unis d'Europe. Le message de paix et d'unité que nous a laissé Victor Hugo doit continuer d'inspirer le projet européen. Message de paix et d'unité. Pour que l'Union européenne, sans rien perdre de son ambition, s'élargisse à d'autres pays. C'était la perspective de l'élargissement aux pays d'Europe de l'Est. Tout en parachevant son unité, l'Europe doit offrir au monde un modèle fondé sur la paix, la démocratie, la solidarité et le pluralisme. Un homme né il y a 200 ans a su ouvrir ce chemin, à nous aujourd'hui de le poursuivre. 2002, c'était effectivement le bicentenaire de 1802, la date de naissance de Victor Hugo. Vous savez, ce siècle avait 2 ans, etc. Donc vous voyez que Jospin, Premier ministre, endosse à son compte l'idée que Victor Hugo est le principal, est un prophète d'une Europe voulant la paix, l'unité, recherchant un modèle mondial fondé sur la paix, la démocratie, la solidarité et le pluralisme. Jean-François Poncet, parce qu'il n'y a pas que les socialistes, tout le monde s'y met, sénateur UDF, ancien ministre des Affaires étrangères, le 20 février 2002, il va de son couplet pour rendre hommage à Victor Hugo. Victor Hugo est bien le père spirituel de l'Union européenne, nous dit-il. Le 9 mars 2002, c'est Raymond Forny, président socialiste de l'Assemblée nationale, dans son discours pour la cérémonie de clôture du concours sur les combats de Victor Hugo, qui célèbre l'idéal de liberté qui inspira chacune des luttes de Victor Hugo, en particulier pour les États-Unis d'Europe. Monsieur Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre UMP, un an après, le 25 novembre 2003, devant l'Assemblée nationale, pour appeler les députés à voter le projet de loi autorisant la ratification du traité d'Athènes, dira « La prédiction de Victor Hugo au Congrès de la paix de 1849 s'est réalisée. Un jour viendra, alors là il cite Victor Hugo, où vous, France, vous, Russie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. » Ça, c'est la citation faite par Raffarin, Premier ministre. Vous noterez d'ailleurs, on peut passer un petit détail assez cocasse, c'est que le Premier ministre dit « ça s'est réalisé » et il cite « vous, Russie, vous ferez partie de l'Europe ». Il ne connaît quand même pas très bien ces dossiers, le Premier ministre. Justement, la Russie n'en fait pas partie. En attendant, ceci fait que je vous conseille toujours un point fondamental, pour ne pas vous faire enfumer, c'est revenez au texte.
Quand vous avez affaire à un parti politique, allez regarder le programme du parti politique. Ne vous contentez pas de slogans. Je voyais hier une grande affiche qui faisait pratiquement 2 mètres sur 1, qui est fait le Front National pour les Européennes, où on voit M. Choprade et Mme Le Pen, qui sont... et le slogan, c'est « Non à Bruxelles, oui à la France ». Alors ça, vraiment, je vous mets en garde. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi, non à Bruxelles? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire non à Bruxelles? C'est une formule volontairement, sciemment, complètement ambiguë, une formule valise, qui fait que chacun y attache sa propre idée. Pour certains, ça veut dire « Ah ben vous voyez qu'elle veut sortir de l'Europe ». Pour d'autres diront « Mais non, pas du tout. Elle ne critique que l'Europe de Bruxelles, ce qu'elle fait d'ailleurs. » Pour d'autres encore « Mais non, ça veut dire tout simplement qu'on va faire une nouvelle Europe. » Donc c'est une phrase sciemment ambiguë. Ils font tous ça, les partis politiques. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons. Nous sortons de l'Union européenne par application de l'article 50. Parce que ça n'a aucune ambiguïté. On est pour ou on est contre. Mais non à Bruxelles, ça ne veut rien dire. Réfléchissez-y profondément. Réfléchissez-y profondément. D'ailleurs, tous les partis politiques tapent à peu près sur Bruxelles, sur la Commission européenne. Alors j'en reviens donc, de la même façon que je vous conseille de revenir au programme, allez voir le programme du Front National, par exemple, vous verrez qu'il n'est absolument pas question de sortir de l'Union européenne. Allez le voir, allez sur le site. Allez voir aussi le programme de DLR, allez voir le programme du Front de gauche, allez-y. Et bien de la même façon, je vous dis, allez voir ce fameux discours dont nos premiers ministres successifs, nos dirigeants nous disent qu'il faut absolument s'inspirer de ce grand idéal de fraternité. Qu'a dit exactement Victor Hugo au Congrès de la Paix du 21 août 1849? C'est une photo d'époque, c'est une des premières photos de l'histoire. Il faisait un peu son... C'était comment? C'était Gonzague Saint-Brice, qui était comme ça dans les années 80. Bon. Alors, à ce Congrès de la Paix du 21 août 1849, voilà ce que nous dit Victor Hugo. Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toute nation du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. C'est la citation tronquée, avec des morceaux enlevés, qu'avait faite Raffarin à l'Assemblée nationale, vous l'avez vu il y a un instant. Absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace se sont fondus dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leur génie, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur avec un grand C, donc sous le regard de Dieu, et combinant ensemble pour un peu en tirer le bien-être de tous ces deux forces infinies, la fraternité des hommes et la puissance de Dieu. Et Victor Hugo continue en disant « Supposez que les peuples d'Europe, au lieu de se défier les uns des autres, de se jalouser, de se haïr, se fussent aimés, supposez qu'ils se fussent dit qu'avant même d'être français ou anglais ou allemand, où on est homme et que si les nations sont des patries, l'humanité est une famille, savez-vous ce qui serait arrivé? La face du monde serait changée. Les isthmes seraient coupés, les fleuves creusés, les montagnes percées, les chemins de fer couvriraient les deux continents, la marine marchande aurait centuplé et il n'y aurait nulle part ni lande, ni jachère, ni marais. On bâtirait des villes là où il n'y a encore que des solitudes. On creuserait des ports là où il n'y a encore que des écueils. L'Asie serait rendue à la civilisation, l'Afrique serait rendue à l'homme. Ça veut donc dire qu'en Asie, il n'y a pas de civilisation. Ce sont des barbares. Et quant à l'Afrique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hommes dedans. Ce sont des singes. La richesse jaillirait de toutes parts, de toutes les veines du globe, sous le travail des hommes, et la misère s'évanouirait. Et savez-vous ce qui s'évanouirait avec la misère, dit Victor Hugo? Les révolutions. Oui, la face du monde serait changée. Au lieu de se déchirer entre soi, on se répandrait pacifiquement sur l'univers. Au lieu de faire des révolutions, on ferait des colonies. Au lieu d'apporter la barbarie à la civilisation, on apporterait la civilisation à la barbarie.
C'est le discours de George W. Bush. En fait. Vous voyez la relecture de l'histoire que l'on fait? En fait, effectivement, Victor Hugo a eu un discours effectivement assez prémonitoire, mais les États-Unis d'Europe qu'il nous propose ressemblent en effet furieusement à ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire des guerres néocoloniales, de rapaces, d'appropriation de l'ensemble des ressources minérales en hydrocarbures de la planète au profit du monde blanc, d'euro-atlantiste. Avec d'ailleurs, l'Asie serait rendue à la civilisation, l'Afrique serait rendue à l'homme, un discours qui est un discours raciste. Comme la construction européenne est en fait un principe fondamentalement racialiste. Puisque je ne cesse de le dire, il postule que les Français devraient fusionner avec les Lettons, les Lituaniens, je n'ai rien contre, mais nous on ne les connaît pas. Ce ne sont pas des peuples avec qui nous avons eu des liens étroits, jamais. Et pourquoi devrait-on fusionner avec ces peuples-là et se prendre nos distances avec les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, les Québécois, les Sénégalais, les Maliens, les Gabonais, les Ivoiriens qui parlent notre langue, mais aussi d'ailleurs avec des Japonais ou avec des Chinois ou avec des Brésiliens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de construction européenne qui force les Français à appartenir à une espèce de, comment dirais-je, de complexe obsidional, comme on disait, se sentir agressé par le reste du monde, se défendre contre les autres. La construction européenne est fondée sur le principe de distinguer les pays torchons, les peuples torchons et les peuples serviettes. Il y a d'un côté les serviettes, c'est le monde blanc, et puis le reste du monde, c'est les gens dont on doit avoir peur. Parlez avec un partisan de la construction européenne qui vous taxe tout de suite d'être xénophobe, c'est la réductio ad lepénum, hein. Tout de suite, on dit « Ah, vous êtes... » Mais on n'est pas du tout du Front National, on est justement les principaux adversaires du Front National. Mais parlez-leur. Et puis au bout de 5 minutes, 10 minutes, vous allez voir votre européiste qui vous dira « Ah oui, mais vous vous rendez compte? Si on ne fusionne pas, vous vous rendez compte? Les Noirs, et les Arabes, et les Chinois, et les Indiens, vous vous rendez compte? » C'est eux qui ont une vision du monde agressive, polémique, acrimonieuse, anxiogène du monde d'aujourd'hui, qui est un monde où tous les peuples, normalement, sont en contact les uns avec les autres. Pour Victor Hugo, les États-Unis d'Europe marquent donc le coup d'envoi de la colonisation blanche de la planète, ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'après, la seconde moitié du XIXe siècle sera justement, notamment, la colonisation de l'Afrique. L'objectif à atteindre pour Victor Hugo, c'est pas seulement la paix universelle. Quand il parle de pays universel, il veut dire pays européen et États-Unis. Exactement comme actuellement on nous dit dans les médias la communauté internationale. Dans les médias, la communauté internationale, ça ne veut pas dire la communauté internationale. Ça veut dire Washington et puis c'est sbires. Hein. C'est colonies en Europe. C'est ça que ça veut dire. L'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. C'est ça que dans les médias on appelle la communauté internationale. De même que lorsque Victor Hugo parlait de la paix universelle, il parlait en fait du monde blanc. Élargir sans cesse le groupe civilisé, il parlait du groupe civilisé, et de donner le bon exemple aux peuples encore barbares, donc non encore colonisés par l'Occident. Il s'agit pour lui d'élargir la chrétienté à l'ensemble de l'univers en invitant les puissances occidentales à développer partout un grand élan colonisateur. Alors, je ne suis pas là pour assassiner la mémoire posthume de Victor Hugo, d'autant que le Victor Hugo de 1849 changera. Les gens ont le droit de changer, d'évoluer. En 1860, par exemple, il prendra fait et cause pour la Chine contre l'agression anglo-française, pardon, dans la guerre, dans le cadre des guerres, de la suite des guerres de l'opium. Vous savez, vous ne savez pas d'ailleurs, parce qu'en général on explique jamais aux Français, que Napoléon III s'entendait très bien avec la reine Victoria, et donc les Français et les Britanniques sont intervenus en 1860 pour aller faire la guerre en Chine, avec notamment le sac du palais d'été, enfin bref. Et là, pour le coup, Victor Hugo, qui avait mûri entre-temps, s'était rendu compte qu'il y avait aussi la civilisation en Asie, par exemple, et que ceux qui étaient là, ceux qui détruisaient la civilisation, c'était les Franco-Britanniques. Donc il fait une lettre très célèbre, il détestait Napoléon III, vous le savez, il s'était réfugié à Jersey, et donc c'est d'ailleurs au passage, dans les entretiens à très haut niveau auxquels j'ai eu la chance de participer, par exemple entre le président Chirac et son homologue chinois Jiang Zemin en 1996 à Zhongnanhai, la cité interdite réservée aux dirigeants à Pékin, le président de la République populaire de Chine avait cité justement Victor Hugo. Et ce discours, pas celui-là, mais le discours condamnant le sac du palais d'été. Alors,
Ça, c'était en 1849. On fait un grand bond en avant pour passer au deuxième chapitre d'un des pères fondateurs des États-Unis d'Europe après Victor Hugo. C'est le conte de Richard Koudonov Kaleri.